Bonjour à tous, bienvenue, bonjour André, bienvenue dans ce webinaire. J'avais envie de dire une conversation autour de l'analytique RH et comment gagner en maturité, comment gagner en vitesse sur l'analytique RH. Merci à tous de vous joindre donc à cette rencontre sur l'heure du lunch. Bon appétit à tous et puis on espère que cette session vous sera utile. On l'a conçue en ce sens en tous les cas. Répondre à des questions, vous ouvrir de nouvelles opportunités, vous faire réfléchir et vous apporter donc des idées concrètes. Je suis accompagné de André Laforge, qu'en général on ne présente plus, mais je vais quand même te laisser te présenter et dire juste en introduction que tu es la reine des données. On va présenter ça comme ça. Je te laisse te présenter, André. Oui, bonjour, André Laforge. Je suis vice-présidente et chef de produit chez Syntel pour la division Cara. Moi, j'ai un profil très chiffre. Je suis ingénieure avec un MBA, mais j'ai été convertie là, au RH il y a une dizaine d'années. Donc, je suis aussi CRHA et je me suis donné comme mission dans la vie de faire aimer les indicateurs de performance et les données RH aux professionnels RH. C'est Voilà. vrai. Bon, et généralement, tu te décris aussi comme enthousiaste, hein, si Ah je me oui, oui, souviens oui, bien. oui. Ben oui, oui, je suis Donc, enthousiaste. on va vous donner de l'énergie aujourd'hui. En tous les cas, on va partager nos éléments et on va débuter, tout simplement. Pour ceux qui sont membres du CRHA, donc petite information, bien évidemment, cette présentation vous sera envoyée à la fin de notre webinaire. Vous allez pouvoir accéder aux documents. Je vous précise toutefois que vous avez, alors je ne sais pas où ça va s'afficher, mais vous avez le code ici pour faire prévaloir votre temps de formation sur cette activité. On a on a prévu 1 heure et demie. On va bien évidemment recevoir vos questions tout au long de la session. C'est une conversation, je vous l'ai dit, donc on a beaucoup de choses à vous dire, mais on va prendre aussi vos commentaires, vos remarques. N'hésitez pas, ce sera avec très grand plaisir. Au menu de cette rencontre, donc brièvement comprendre les enjeux justement de l'analytique en 2023. Je pense que le contexte s'y prête énormément. Pour ma part, moi, je suis plutôt du côté du volet technologie pure, là, vous conseiller et vous donner quelques pistes justement sur ce qui se fait aujourd'hui dans le marché, comment vous pourriez améliorer justement votre capacité à utiliser vos données, connecter vos données. Et donc, je vous donnerai quelques pistes de réflexion basées sur nos expériences avec des clients sur le marché nord-américain, canadien, québécois et aussi américain. Puis dans les 2 petits blocs qui suivent, ensuite, en fait, ça va être l'essentiel de notre échange aussi, les résultats de sondage de maturité analytique RH. Vous avez peut-être eu l'occasion de recevoir le lien pour répondre au questionnaire et recevoir le rapport proposé par Cara. Donc, on va vous dévoiler, André va vous dévoiler les résultats du sondage, puis ça va vous aider à vous situer, puis à réfléchir justement à votre stratégie analytique RH et grandir en maturité. Et on reviendra justement sur les éléments, comment on peut accroître cette maturité tout au long de l'année, Jean-Baptiste, bien je sûr. pense que tu ne partages pas le bon écran. Tu n'es pas dans le mode diapo, là. Les Ah, gens OK. voient les deux. Les deux, les deux quoi? Ouais, c'est parce qu'ils voient, ils voient pas ils voient les deux diapos. Ils voient deux diapos en même temps, là, à cause que probablement tu ne partages pas le bon écran. Alors attends, je vais recommencer. New share, ici. Share this one. Voilà, parfait. Donc le code 5048 pour le CRHA. Merci André. Pas de problème. Et notre programme aujourd'hui, donc je parlais sur la mauvaise diapo. Merci pour ça. Donc notre menu du jour sur notre activité. Je suis Jean-Baptiste Audrery, je suis psychologue organisationnel. Moi, je viens du monde du soft et du domaine scientifique, la psychologie organisationnelle. Et j'ai évolué plutôt vers les technologies, en fait, depuis maintenant plusieurs années et spécialisé dans le volet de la gestion des talents. Je suis vice-président chez Horizon RH. On accompagne nos clients dans leur aide au choix technologique en technologie RH pour à la fois bien identifier
comment ils peuvent s'équiper ou remplacer, optimiser les solutions qu'ils utilisent. Et on a de plus en plus de questions autour justement de la valorisation des données, l'exploitation des données, mais aussi la protection des données, un sujet qu'on évoquera également. Et on aide aussi les clients à optimiser leurs opérations avec les technologies. On se transforme avec la technologie, donc c'est notre mandat chez Horizon RH. Et puis, vous l'avez peut-être vu, on fait des panoramas, on fait une vigie en fait du marché. On travaille avec l'ensemble des fournisseurs qui sont pour nous en fait des briques là, sur le dispositif et on essaye de vous guider dans ces options-là, dans ces solutions disponibles au Québec, au Canada, en Europe, en Amérique du Nord en général. Vous aurez sûrement de l'intérêt pour retrouver ces différents panoramas. Vous aurez dans la présentation qu'on vous renverra donc après notre session, vous aurez la possibilité d'aller cliquer et de rejoindre notre boîte à outils qui est sur notre site web et télécharger la version 2022-2023. Nous sommes en préparation d'une nouvelle version puisque ça bouge tout le temps et on fait des mises à jour importantes. Et puis, dernier point aussi, nous accompagnons ce genre de conversation. On débute avec Cara, j'en suis très fier pour cette année. Jusqu'au mois de juin, juillet, en fait, vous voyez ici plusieurs événements avec des technologies qui ont été invitées pour venir, comme aujourd'hui, discuter du sujet, parler de leur expertise, mais aussi lever le voile un peu sur comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça ressemble, et vous faire connaître là, des options, des possibilités sur le marché. Donc, un beau programme. Le prochain événement sera le 16 mars avec un panorama complet sur le volet de la gestion de la paye et des temps. Et on aura aussi un événement très spécifique sur les innovations en gestion des temps au mois d'avril. Et après, on va faire toute une cascade sur le volet talent, parce que bah, c'est mon sujet. C'est aussi un élément extrêmement important sur le marché. Attirer, fidéliser, développer. Donc, on aura au total 5 événements d'ici le mois de juillet pour ces différents éléments. Donc, surveillez nos communications. Allez sur notre site web, vous verrez, il y a plusieurs éléments là, qui, vous allez en apprendre, vous allez en découvrir, vous allez avoir plein d'options là, qui vont se présenter à vous. Sans plus tarder, je crois d'ailleurs qu'on a quelques petites questions avant même d'aller au début. Juste m'assurer. Donc, oui, alors on vous répond au fur et à mesure. N'hésitez pas et merci Jean-Philippe pour me commenter. On vous partage le bon écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de notre activité. Alors, petite introduction, comme je vous le disais, sur le contexte, en fait, les éléments de contexte. Nos clients nous parlent de plus en plus, en fait, de l'enjeu d'utiliser la donnée et de la valoriser pour différentes raisons. Bien évidemment, c'est les enjeux démographiques, ici comme ailleurs, des mouvements, des départs, des entrées de nouvelles populations. Ça bouge beaucoup et il y a des enjeux, pas juste dans votre organisation, mais sur l'ensemble de la main-d'œuvre. Donc, le portrait de main-d'œuvre, tout simplement, fait bousculer beaucoup de choses. L'inflation, qui a un impact à de multiples niveaux sur vos coûts d'opération, vos marges, votre profitabilité, et aussi qui augmente les salaires, puisqu'il y a une pression à la hausse. Donc, d'où l'importance dans les organisations aujourd'hui de suivre vraiment les coûts de main-d'œuvre, de les détailler, de les optimiser aussi pour ne pas se laisser trop s'envoler certains paramètres. Et puis, la nature du travail a changé. Alors, on a plein de facteurs. Moi, j'aime beaucoup parler, en fait, on parle beaucoup de rareté, mais la notion de coût de main-d'œuvre, des coûts de ressources, en fait, ont un énorme impact aujourd'hui sur les budgets, sur la révision rapide des budgets. Donc, si on n'a pas la donnée, c'est difficile là, de donner des réponses. Et on a aussi une grande susceptibilité des talents. Donc, les gens n'embarquent pas dans vos recrutements parce qu'il y a quelque chose qui leur convient pas, le niveau de salaire, les conditions de travail, la flexibilité du travail. Donc, tout ça nous amène à revoir certains indicateurs de rapidité de recrutement, de disponibilité des ressources. Et en plus, on est en transformation profonde des emplois, des compétences.
Il faut le suivre, il faut l'accompagner. C'est la survie et la compétitivité des organisations, mais aussi leur capacité à innover. On a plein de défis et l'analytique, en fait, va arriver à ce niveau-là, donner l'information, piloter ces éléments-là, voir si on est sur la bonne voie, d'où on part, qu'est-ce qu'on a changé, comment on s'améliore. Ça fait partie là, de ces grands enjeux qui, plus que jamais, activent et réactivent les besoins en analytique auprès de la haute direction, mais aussi dans l'offre de services des départements RH. Ensuite, on a, un autre facteur aussi, c'est que les ressources humaines, alors dans une étude récente de Deloitte, vous avez le lien ici, vous pourrez aller cliquer dans la présentation. Ce qui est très intéressant, c'est que les RH ne regardent pas que les données pour les RH. De plus en plus, on considère aussi que la donnée appartient à l'employé et aux citoyens finalement. Donc, si on cherche de la valeur pour l'entreprise, c'était mon propos d'avant, on cherche aussi à redonner de la valeur pour l'employé en tant que tel et notamment personnaliser l'expérience, c'est un élément important. Faire en sorte qu'on l'engage, c'est parce qu'il y trouve de l'information ou on le conseille. Et de plus en plus, on voit des solutions, surtout en gestion des talents, bien évidemment, qui vont être, par exemple, le petit coup de pouce, la petite suggestion, la recommandation personnalisée. On s'en va vers là. Donc, les organisations cherchent à amener ces éléments-là. C'est encore plus vrai en formation, bien évidemment, mais c'est très présent. Donc, dans ce rapport de Deloitte, notamment, la majorité des chefs d'entreprise sondés disent à 83% qu'elles pensent pouvoir tirer davantage profit de leurs données, mais que surtout, elles doivent bénéficier aussi à leurs employés. Et seuls 19% disent qu'ils sont pas du tout faits pour le faire ou pas du tout prêt à le faire. Donc 80-20, on va comparer ça avec le niveau de maturité des entreprises au Québec et des répondants. On regardera tout à l'heure, ça va être intéressant. Où nous situons-nous en fait dans justement cette échelle de maturité? Souvent, c'est important de voir où sont les clients et nous, quand on intervient dans les entreprises, on va voir des clients qui sont à des niveaux en fait où ils se posent des questions sur où sont mes données, quelles données j'ai, est-ce qu'elles sont nettoyées, est-ce qu'elles sont intégrées? Donc on a souvent un contexte où les entreprises vont être au tout début du processus et même des fois, ils ont des données qui n'ont pas été encore numérisées. Ça reste dans des papiers, ça reste dans des formulaires. Donc, on va essayer de les amener avec les bonnes technologies à se numériser. Et après, il y a le défi de les unifier, de les nettoyer, de les agréger. Là, on passe après sur des données standardisées, des indicateurs, et on commence à normaliser l'information. Surtout quand on a plusieurs entités, plusieurs départements, plusieurs pays. On veut se rapprocher, mais on veut comparer des pommes avec des pommes. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir plein de données partout. Il faut être capable de le comparer. Et vient ensuite la possibilité de redistribuer cette information, surtout aux gestionnaires et un petit peu aux employés. Donc, la redistribution de l'information, les activités de storytelling, là, raconter une histoire, avoir mis le doigt sur un changement de tendance, frapper un seuil, avoir des indicateurs qui se mettent dans le rouge, là, ça parle. Et là, on commence à avoir vraiment de l'intérêt auprès de la masse en fait, des gestionnaires et des employés. Et bien après, alors que nous sommes en pleine discussion autour de l'impact de l'intelligence artificielle, bien après, on va être dans de l'analytique avancée avec les RH sur des éléments de prévision, de recommandation, et où on va venir croiser des données RH et des données d'affaires. Donc, c'est un enjeu en fait sur l'évolution des technologies et on est rarement, moi je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses André, mais à quelques peut-être 2, 4 ou 5% des clients qui arrivent à vraiment utiliser en continu de l'analytique avancée là, sur leurs données. Et après, on va aller vers de l'intelligence artificielle. Toi, tu dirais analytique avancée de 5%, je suis trop optimiste? Mais non, non, même, je pense que c'est un peu plus que ça.
C'est plus intelligence artificielle, ça c'est très bas, là. Oui. Ça, c'est très bas au Québec. Au Québec, je parle du Québec. Les statistiques qu'on va voir tout à l'heure là, sont vraiment basées sur le Québec. Mais l'analytique avancée, quand même, il y a eu une grosse progression, je dirais, dans les 2, 3 dernières années. La pandémie a amené les RH à devoir utiliser les données pour être en mesure d'aider la haute direction à prendre des décisions. Fait que ça l'a mis vraiment un gros spotlight sur les RH et sur les données. La pandémie a accéléré ça. Fait que tu vas voir analytique avancée, c'est pas comme ça nous qu'on le détermine dans notre modèle de maturité, mais on est plus autour du 10-14 là. Bon, ben, excellent, tant mieux, Oui, tant mieux oui, sur les différents éléments. Mais la route, en fait, idéalement, aujourd'hui, je oui. dirais, les entreprises devraient être au moins à redonner la donnée et les analytiques avancées avec des experts, quelques spécialistes, on va le voir dans des projets spécifiques, mais pas au continu ou pas de façon régulière. Et par contre, ça devient un souhait. Très clairement, on va voir que ça devient un souhait là, de la part des entreprises. Sur donc les enjeux, le premier enjeu chez vous, dans vos organisations, c'est de se poser la question, est-ce que toutes mes données, j'ai réussi à les numériser? Est-ce qu'il y a de l'information aujourd'hui disponible? Et est-ce que je peux monter en puissance au niveau de la donnée disponible? Donc, se numériser, avoir des processus, des systèmes de formulaires électroniques, et aussi enlever avec la loi 25 tous les échanges par courriel, tous les éléments de formulaires papier qui circulent à droite à gauche, avoir des systèmes qui capturent la donnée et qui produisent de la donnée. Ça, c'est le premier, je dirais, le premier seuil et des défis technologiques avec des éléments d'investissement. Le deuxième, c'est d'avoir les ressources, la compétence en analytique pour pouvoir monter justement sur ce palier et aller jusqu'à ces éléments-là. Donc, ça reste encore aujourd'hui, on cherche les profils RH sensibles à l'analytique et capables de mettre en place des projets analytiques. Et puis plus tard, ben, on arrivera sur des enjeux plutôt justement de modélisation de la donnée et de faire parler des éléments d'intelligence artificielle. Souvent, les organisations vont utiliser plutôt des technologies qui vont utiliser leurs données dans leur système technologique et qui vont modéliser des choses, si vous êtes chanceux, plutôt avec vos données à vous, mais la plupart du temps aussi avec des modèles génériques qu'ils ont développés entre les entreprises. Donc voilà à peu près la grande courbe et les temps forts en fait au niveau technologique. Ce qui nous amène en fait à se poser la question pour ramener de la valeur, pour jouer un rôle stratégique auprès des équipes de direction et passer de la donnée à des éléments d'impact. J'aime bien ce petit visuel, je vous l'ai mis ici. Je l'ai rapproché d'une étude qui date de 2018, mais qui reprend bien ce que l'on vit sur le terrain. André, tu pourras nous en parler. Là, je pense que j'oserais dire que tu le vis au quotidien, bien évidemment. Les premiers éléments avec le plus haut d'impact, si vous cherchez à investir encore plus dans le volet analytique, clairement, en fait, c'est sur des éléments de planification de la main-d'œuvre. Quasiment tous nos clients vont aller là-dessus, sur des enjeux donc de roulement, bien évidemment, de taux d'attrition, l'absentéisme, analyser les causes et les évolutions de l'absentéisme parce qu'on manque de ressources, mais aussi parce que ça a un coût et ça a un impact et un retour sur investissement direct. Lire ça, agir là-dessus, bah, ça a un très fort impact au niveau de vos opérations. Et très vite après, puis tu me commenteras ce petit tableau, André, là, j'aimerais ça t'entendre, les éléments de recrutement, parce que ça reste aujourd'hui difficile d'aller chercher. Et donc, on va mesurer, ici, il parle beaucoup de job fit, person fit, dans un contexte justement de retour sur investissement avec la bonne personne. Mais nos clients, en fait, aujourd'hui, surtout mesurent les délais de recrutement pour pouvoir planifier davantage ces éléments-là. Après, il y a des analyses de rémunération très importantes parce que vous parlez tout à l'heure de sensibilité ou susceptibilité des talents sur le marché. Un petit peu de développement des compétences, mesure des transferts d'apprentissage. Dans l'étude, ils en parlent. Nous, on le voit très peu. Et par contre, ce qui a monté en flèche, c'est vraiment, dans les derniers temps, les dernières 4 années, c'est les facteurs de fidélisation. Qu'est-ce qui va faire que je vais retenir mes employés? Et même, je dirais aussi, les indices d'engagement qui ont été
très largement utilisé. Et il y a eu un grand engouement, un retour sur la mesure d'engagement dans les derniers temps. Un petit commentaire là-dessus, sur ce Mais tableau? oui, ben c'est ça. Ton tableau date quand même de 2018, puis il s'est passé quand même des gros événements là, depuis 2018. Et je pense, moi, que fidélisation, mobilisation a probablement monté encore plus dans ce qu'on voit là. La planification de main-d'œuvre, malheureusement, euh, c'est le lot de la grande entreprise. Les petites organisations ont beaucoup, beaucoup de difficultés à faire de la planification de main-d'œuvre. Et, et c'est vraiment quelque chose de pas facile à faire. Il existe peu d'outils sur le marché pour aider à la planification de main-d'œuvre. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, je pense, puis recrutement reste quand même assez haut aussi. Fait que moi, je Oui, pense que fidélisation, mobilisation, ça a monté, expérience employée, tout ça ça a parle, monté ça parle. beaucoup dans ce tableau-là. Je ne suis pas mal sûre si on leur redemandait là, de refaire Mmh. une étude, là, ça l'aurait. Mais la rémunération, c'est sûr que ça reste toujours. Toujours. Donc, si Oui, vous aviez accéléré en fait sur les éléments d'analytique, il faut être aussi stratégique, hein. Il y a les bons outils, il faut bâtir les capacités, mais ensuite il faut pointer vers les sujets qui vont être les plus porteurs et selon, je dirais, à la fois les analyses, et les recherches et aussi le terrain. Là, le retour de terrain et les commentaires qu'on va vous donner tout à l'heure, va vous permettre de pointer vers les bons sujets qui vont faire que vous allez parler et convaincre. Euh, Ce qu'on voit aussi important, c'est d'élargir en fait. Donc il y a des sujets précis, mais pour monter en capacité, il faut aussi élargir ces sujets en fait, hein, les types de données qu'on va utiliser. Il y en a trois. Le premier, c'est vraiment au niveau de l'analytique interne, en fait, c'est d'aller augmenter en fait ou descendre en profondeur davantage. Souvent, on est sur les données démographiques, des données d'effectifs, des données liées justement à la main-d'œuvre en tant que telle. Et on a des indicateurs, mais on rentre beaucoup moins dans la finesse de certains éléments qui sont justement en lien avec l'expérience de l'employé, son développement des compétences. Donc, si on rattache ça à des enjeux d'affaires, il faudra forcément à un moment donné, pour croître et grandir sur les capacités analytiques, descendre davantage sur des types d'indicateurs qu'on travaille peu, ou qui vont être sensibles, en fait, ou sensibles dans le sens de fin et également pas facile toujours à capter sur les systèmes. Et ça, c'est un indicateur pour nous, là, quand on arrive dans des entreprises, de voir où ils vont et jusqu'où ils vont dans certains types de données et d'analyse. Donc, un, la profondeur. Deux, on voit aussi beaucoup de clients qui aujourd'hui vont élargir leurs données à des données d'affaires. Donc, c'est là où on arrive sur les enjeux de planification et justement avec de l'analytique plus avancée, croiser de l'information RH avec vos partenaires d'affaires. Les ventes, le marketing, la production, les coûts de production, les taux de productivité, bah, il faut les calculer à un moment donné. Là, on veut objectiver certaines choses. Comment ça a de l'impact sur la business? Et là, on quitte l'analytique RH pour être partenaire d'affaires stratégique et opérationnel, se rapprocher de finance et des opérations. Donc là, vous touchez à des éléments encore un petit peu plus à impact. Et dernier point, ce qu'on voit aussi, alors à l'occasion, en fait, c'est de ramener de la donnée aussi externe vers vos systèmes. Alors, classiquement, il y avait des études comparatives de rémunération, c'est pas nouveau, des comparaisons aussi, des benchmarks d'engagement, ça donne des balises, mais c'est aussi l'appréciation de l'expérience candidat ou employé, mais aussi de plus en plus des données sur le marché de l'emploi pour faire des études justement d'impact sur l'implantation d'un nouveau centre de distribution ou un entrepôt. Avons-nous la main-d'œuvre sur le territoire dans lequel on va faire peut-être des implantations nouvelles et on voit des clients là qui se posent la question de plus en plus fortement. Et dernier point, qui inclut aussi les employés, les travailleurs contingents, donc des populations périphériques à leur système RH qui généralement gère l'employé. Donc, on essaye d'élargir la donnée, donc on essaye d'avoir une lecture plus large, très ambitieux, mais on l'entend frémir là, à différents niveaux auprès de différents clients.
et donc du coup aussi amène des demandes auprès de certains systèmes pour dire est-ce qu'on est capable de faire ce genre de choses. Donc voilà pour l'élargissement. Un point, deuxième volet de ma présentation, en fait, vous avez ici un cas typique, on va dire assez simple, d'une entreprise. Imaginez une seule entreprise, une seule entité, mais avec différentes configurations. Il y en a 3 configurations possibles. La Je dirais l'idéal, peut-être dans un certain sens, c'est la solution tout intégrée. Donc parfait, l'entreprise, un seul établissement, un seul système. Bah, généralement, l'analytique ici va ressortir très fort. On va être avec des éléments, normalement tout est capté dans pratiquement le même système ou un environnement relativement simple et unifié. Deuxième cas, on est avec des solutions RH et paye et talents et des petits modules complémentaires. Et là, ça commence à, OK, il faut quand même unifier cette information-là, il faut rapprocher de l'information. Ça devient un petit peu sportif. Et la plupart du temps, ce qu'on va trouver, c'est des architectures SIRH avec beaucoup de solutions de pointe. Mais imaginez, si on est avec une entreprise qui a racheté d'autres entreprises, là, on se retrouve avec plusieurs systèmes, plusieurs éléments et donc très difficile généralement chez ces clients-là de faire remonter une vue globale et on cherche généralement à les outiller et à trouver des solutions. Ici, à chaque fois que vous allez avoir ces environnements-là, il faut compter un certain nombre d'interfaces. Il faut avoir encore plus d'interfaces dans le deuxième type d'environnement et là, c'est l'explosion. Là, on va avoir énormément d'éléments. Si on veut extraire la donnée, l'unifier et offrir un tableau de bord et lire toute cette richesse d'informations-là, il est là l'un des défis qu'on évoquait tout à l'heure. Alors bien évidemment, ça correspond à certains types d'environnements que vous pourriez avoir. Ici, je mets quelques logos pour vous, parler. Si vous êtes donc toujours dans cette configuration d'une entreprise avec un système, puis des petits systèmes complémentaires, c'est en se tournant vers ces solutions-là de haut de gamme, milieu de gamme ou plutôt d'entrée de gamme qu'on va regarder notre analytique et on va essayer d'unifier tous les petits satellites. Quand on arrive ensuite, en plus, à rajouter un élément talent, ben là, il faut unifier encore plus et travailler les intégrations. Et quand en plus on rajoute toutes ces solutions de pointe, il est difficile généralement d'aller extraire pleinement et de faire parler pleinement la donnée si on n'a pas des solutions complémentaires. Et donc sur le marché, on verra tout à l'heure quelques solutions qui existent, et l'impact, il est celui-ci. En termes de richesse d'informations, le système intégré, il y en a énormément. Vous pourriez piocher là-dedans et souvent les enjeux, c'est plus de maximiser, votre configuration actuelle et de vraiment aller exploiter le module rapport et de s'investir là-dedans. Donc c'est souvent, vous avez quelque chose d'intéressant et donc c'est plus, d'aller chercher justement, toute la valeur, parce que la valeur, elle est déjà captée au niveau de la donnée. Quand on est dans des environnements avec, système RH Pay et des éléments de talent unifiés, on va perdre un petit peu en intégrité de données ou en qualité de données ou en données en temps réel, mais on a possibilité d'aller chercher justement de la visualisation ou des rapports. C'est juste qu'il faut travailler l'intégration de ces éléments-là. Et dès qu'on tombe dans l'architecture de pointe, le paradoxe, il est là, c'est que j'ai énormément de données qui peuvent vivre dans tous mes systèmes, mais souvent, je vais avoir bien du mal à la faire vivre. Et c'est pour ça que des fois, il y a des dilemmes. On veut la qualité et la profondeur de solutions très pointues et on a du mal à la valoriser. Donc, venons-en aux solutions. Donc, sur les différentes solutions pour grandir en maturité, ben, première étape, bien évidemment, si vous avez déjà une source unique de vérité, la donnée est là, elle est déjà bien intégrée, assurez-vous vraiment d'aller chercher avec les API, les connecteurs et les solutions satellites, justement interfacées. Souvent, on voit des clients qui n'ont pas fini ce travail d'interfaçage-là et donc il manque un petit peu de données. Et deuxième élément, souvent, les clients ont besoin de s'investir. J'étais encore avec un client ce matin qui n'a pas déployé encore complètement tous ses rapports, tout son analytique. Il sait que c'est dans un point, mais il ne l'a pas exploité. Donc, il faut travailler avec la solution principale.
Et ensuite, ben, si on est avec des solutions, par exemple, qui sont un petit peu plus faibles en données, il va falloir rehausser. Donc souvent, on est avec un système de paye, un petit volet RH, mais on n'a pas tout. Donc il va falloir venir rajouter certainement une solution socle RH pour avoir de la qualité de données, des mouvements d'employés, des changements d'employés. On voit beaucoup de clients qui sont dans cette configuration numéro 3. Mon système de paye est bien, j'ai mon système de gestion des temps, mais j'ai pas assez de richesse au niveau du dossier employé, des données organisationnelles et de la finesse d'information. Et donc, dans certains cas, bien évidemment, on va vouloir aller chercher davantage d'accélérateurs. On veut des accélérateurs, en fait, avec des tableaux de bord et des indicateurs. À ce moment-là, ce qu'il va falloir rechercher, c'est peut-être d'aller compléter, si vous avez beaucoup, beaucoup de solutions différentes, un élément qui va vous aider à intégrer toute cette donnée-là. On va en parler juste après ou carrément de pouvoir aller chercher une solution qui va interfacer les différents systèmes dans vos différentes entités et venir consolider une donnée entre multiples systèmes, multiples entités ou peut-être même multiples pays. Donc, il y a des paliers, il y a des étapes, il y a des cas de figure. Repérez celui dans lequel vous êtes, puis faites-en un objectif pour vous dans l'année pour pouvoir progresser sur votre maturité et l'exploitation de vos données. Et donc, en fait, pour venir compléter votre environnement technologique, votre landscape techno, RH, on va retrouver des solutions que vous connaissez dans le marché. Donc, on a vu beaucoup, beaucoup de solutions, de clients qui ont déployé du Power BI ou du Tableau dans les dernières années et un petit peu Visio, hein, mais qui est un petit peu plus Canada ou très, très, très grandes entreprises. Et puis, on a une représentante de Cara, bien évidemment Cara, qui a été visionnaire il y a déjà plusieurs années, avec en plus la spécialité sur le volet RH et des indicateurs RH avec des indicateurs déjà normés. Les autres solutions sont plus des généralistes, donc ils ont besoin de monter des indicateurs spécifiques et vous avez besoin de les préparer avec la plateforme. Et puis, vous pouvez aller encore plus loin avec des solutions justement pour faire encore plus d'analytique avancée ou des éléments qui incluent aussi encore plus d'intelligence artificielle, sachant que chez Cara, vous utilisez en arrière-plan justement des technologies qui évoluent très vite aussi. Donc, certainement que vous avez capacité à aller sur des éléments prochainement, en tous les cas, d'analytique avancée et puis de projection, là, j'imagine. Oui. Autre élément, donc nous, on a vu en tous les cas apparaître, tout le monde parle de SaaS, mais un peu moins de iPaaS. Puis dans les derniers mois, les 2 dernières années, je vous dirais, c'est des éléments qui sont très intéressants que les RH connaissent moins dans leur portrait, que vos partenaires TI vont connaître, mais qui des fois sont comme un petit peu moins considérés. Donc imaginez que vous ayez 3 ou 4 divisions, plusieurs systèmes de paye, plusieurs systèmes RH, vous avez besoin de les connecter, générer une vue d'ensemble. Vous avez possibilité de les faciliter l'intégration avec différents types de solutions. Donc, il y a des portails à iPaaS. Parlez-en à vos gens de TI, discutez, regardez donc les solutions d'analytique qui viendraient se brancher sur vos systèmes, mais peut-être aussi vous pouvez reconsolider encore plus de diversité de systèmes avec ces solutions-là. Ce sont des accélérateurs. Je vous ai mis les principaux du marché, il y en existe beaucoup. Des fois, vos partenaires d'affaires TI, dans certaines entreprises d'une certaine taille, travaille déjà avec ces éléments-là pour d'autres environnements technologiques, en vente, en opération ou dans d'autres éléments. Et puis, il y a des partenaires dédiés à l'écosystème RH, Modulus Data, Cloud Connector, PeopleSpheres, qui existent aussi sur le marché. Ils ont des partenariats avec les gens de RH, avec différents types de solutions. Donc, ils accélèrent là aussi, ce sont des spécialistes là, de ces interfaces-là, pré-interfacées. Et dans certains cas aussi, certaines solutions de billetterie offrent cette capacité-là, puis de pouvoir ramener de la donnée et travailler sur du workflow avec certains éléments de données. Donc, vous avez différentes situations, différentes solutions pour faire de l'analytique ou pour consolider votre donnée à différents niveaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à cette étape-là. Est-ce qu'il y avait des commentaires
Je n'y pense pas, donc pas pour l'instant. Donc, n'hésitez pas s'il y avait des questions. Il me fera plaisir d'y répondre. Alors, j'ai une question de Jean-Philippe. Puis peut-être je vais te la destiner, André. Donc, comme outil pour la PMO, de notre côté, nous utilisons Adaptive Planning, une solution rachetée par Webly. Alors, c'était un commentaire, donc Ah, ce merci commentaire. pour le commentaire. Et par contre, Anne Richard nous pose la question, qu'en est-il des données de diversité et d'inclusion? C'est intéressant parce que moi, j'ai l'habitude de dire que quand les clients posent ce genre de questions, c'est qu'ils sont rendus avec un certain niveau de maturité pour se poser des questions de ce type-là, parce qu'il faut certaines informations. Qu'est-ce que tu aimerais répondre, André? Ben, écoutez, pour la diversité et inclusion, malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les systèmes RH, il n'y a pas grand-chose, OK? Parce que les gens, c'est fait par de la divulgation volontaire. Il faut que les gens divulguent volontairement s'ils font partie de tel groupe de diversité. Euh, et ça, il faut qu'il y ait une initiative à l'interne pour aller rechercher cette donnée-là, la colliger et venir la mettre dans notre système d'information RH. Le problème avec ça, c'est que c'est de la donnée très sensible, confidentielle. Fait que c'est tout ça qu'il faut bien réfléchir. Qui a accès à cette donnée-là, qui peut l'avoir, qui peut la. Fait que ce qu'on se rend compte dans les organisations, c'est qu'il y a une volonté à vouloir fournir des indicateurs de diversité et inclusion. Cependant, le problème, c'est qu'on n'a pas un portrait. On n'a pas un portrait de ça parce que la donnée est difficilement accessible. Cependant, il est possible de produire quelques indicateurs. Puis moi, je dis que c'est des indicateurs faciles, là, mais euh, pour être en mesure de vraiment aller dans une initiative diversité et inclusion, vous n'avez pas le choix d'aller chercher la donnée. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre en place un système qui va faire en sorte que ça soit facile de vous fournir la donnée et facile de l'utiliser. Et je rajouterais qu'il faut bien évidemment qu'il y ait une très bonne gouvernance pour rassurer les employés, de bien communiquer sur le pourquoi on fait ce projet-là, qui aura accès à l'information et de régulièrement, d'une façon vraiment qui appartient à la personne désignée, de communiquer ou de ramener sur des initiatives qui sont basées sur justement de l'observation de certaines données de diversité. Et donc, il y a des cas d'usage très précis, puis il ne faut pas en vouloir trop. Il faut aller sur, mais on le sait, la difficulté, c'est d'accéder à cette première source-là de Oui. données. Et je crois que ça doit absolument se recroiser avec les enjeux justement de protection des renseignements personnels. Mhm. Et ça ne se fait pas sans confiance, ni un certain niveau d'engagement et la participation aussi de certains groupes qui ont bien compris l'intérêt de déclarer Mhm. volontairement cette information-là. Donc, c'est Exact. sensible. Oui. Alors, voilà, bon, un beau sujet. Je viens de te partager le contrôle. Il faut que je Tu me te- partager le contrôle. OK. oui. OK. Et voilà, Le donc tu es en par- contrôle. Je te laisse You aller are à nous controlling. présenter les résultats Ah, de la donnée. voilà. Et OK. puis, vas-y. OK, j'y vais. Ben, OK, j'ai fait un petit ordre du jour, là, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de faire tout ça. Mais on va y aller parce que je voulais vous faire une démo rapide de Cara à la fin, mais je ne pense pas qu'on va y arriver. Ceux qui seraient intéressés à voir ce qu'on fait, vous pouvez rentrer en communication avec moi. Ça va me faire plaisir là, de prendre un moment avec vous pour vous montrer Cara. Maintenant, là, j'ai de la misère avec mon truc. Ah, voilà, je vais trop vite. Bon, ça, on a déjà vu, vous savez qui je suis. On va passer ça. Bon, qui est Syntel? Rapidement, Syntel, on est une entreprise qui existe depuis plus de 35 ans. On se spécialise en BI, en intelligence d'affaires. Donc, nous, au départ, on faisait de l'intelligence d'affaires pour tout type de fonctions dans les organisations, que ce soit un tableau de bord de maintenance, d'opération, de finances.
c'était ce que faisait Syntel. Il y a quand même quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un potentiel au niveau ressources humaines à développer une application. Et c'est là qu'on a fait des projets bien ciblés avec des entreprises. Et je vous dirais qu'en 2019, on a vraiment lancé notre application Cara, qui est vraiment une solution d'analytique ressources humaines. Et Cara, là, juste pour expliquer pourquoi on a choisi ce nom-là, Cara, c'est la mesure des métaux précieux. Donc, Cara, qu'est-ce que ça fait? Ça vient mesurer les entités les plus précieuses de vos organisations qui sont vos employés. Donc, chez Cara, on offre une plateforme, mais on se plaît à dire que ce n'est pas seulement une plateforme, on offre aussi tout l'accompagnement pour vous aider à progresser dans la maturité en analytique RH. Et c'est ça le sujet aujourd'hui de ce qu'on veut vous montrer. Donc, le modèle de maturité qu'on a développé, il est basé, puis Jean-Baptiste l'a présenté tout à l'heure, ça ressemble un peu à ça, ce qu'il vous a présenté. Moi, je suis un peu mon profil ingénieur fait en sorte que je simplifie. Mais on a basé notre modèle de maturité sur le continuum de l'analytique. Mais ce n'est pas seulement le continuum de l'analytique qui est derrière le modèle de maturité. Il y a la culture de données aussi. Puis ça, on va en parler. C'est super important si on veut prendre en maturité. Fait que vous voyez, là, au départ, on a les métriques, les ratios. Ensuite, on passe au benchmark. On veut avoir un tableau de bord. On vient mettre la donnée de sondage. Et ça, c'est tout le descriptif. Et ça, je vous dirais que les organisations actuellement au Québec tentent d'être dans ce mode-là, de faire cela avec les outils qu'ils ont en place, avec le SIRH qu'ils ont en place. Cependant, s'ils veulent passer le mur, OK, moi j'appelle ça le mur de l'analytique, on n'a pas le choix d'investir dans une technologie, d'investir dans une équipe, dans des compétences, donc d'avoir des budgets pour passer plus au mode analyse et être plus dans le pourquoi. Donc, d'être capable de faire des corrélations, de découvrir des causalités, de faire de la prédiction et même de la prescription et d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, si on veut vraiment là, aller jusqu'au plus haut niveau de maturité, on n'aura pas le choix de sortir de notre système d'information RH. OK? Puis on va en parler, là, on va en parler. Mais si Et, vous voulez rester à ce niveau-là de tableau de bord, votre système d'information RH peut peut-être suffire. Là. et je te pose la question parce que on pourrait légitimement se la poser. Est-ce qu'il faut vraiment craquer l'analytique, là, craquer le mur? Et est-ce que derrière, il y a de la valeur? Est-ce que toi, tu vois de la valeur à aller C'est sur du certain. prédictif? Je repose la question parce que je pense qu'on a avancé beaucoup, hein, André, Oui, on se parle depuis 10 ans sur le oui, sujet. Est-ce que vraiment les entreprises ont de la valeur là, à aller chercher ces éléments-là, puis à c'est passer certain. le mur du son là, ou le mur de pierre que tu as C'est défini? certain. Plus on est une grande entreprise, plus il y a de la valeur, je te dirais. Parce que si on veut mettre en place des modèles prédictifs, utiliser le machine learning, tous ces trucs-là d'intelligence artificielle, ça prend une masse de données. Donc, quand on est une entreprise de 150 employés, de vouloir faire du machine learning, je pense qu'il faut oublier ça. Cependant, moi, ce que je dis souvent, c'est vous pouvez faire cependant de l'analytique un peu plus avancée sans aller dans le prédictif. Donc, c'est d'aller croiser des indicateurs entre eux, de segmenter vos indicateurs, de mettre des indicateurs de mobilisation à côté d'indicateurs de roulement, d'absentéisme et de voir s'il n'y a pas des corrélations. Ça, on peut le faire quand on est 150 employés. Donc, notre modèle de maturité qu'on a basé sur le continuum, il est à 4 niveaux. OK? Donc, tu as le niveau 1 qui est le niveau réactif. Ça, dans le fond, là, la donnée pour vous, ça a peu ou pas d'importance. OK? Vous basez vos décisions la majorité du temps sur votre intuition. Vous avez tendance à répondre à des questions, donc vous n'êtes pas proactif au niveau de présenter des données. Vous attendez qu'on vous pose des questions du genre mais semble que notre absentéisme a augmenté dans tel département. Bien là, vous allez aller fouiller l'information et ramener, mais vous êtes
pas du tout proactif. Et habituellement, là, il n'y a vraiment pas de structure au niveau de l'analytique quand on est à ce niveau-là, puis pas de responsable non plus. Ce qu'on se rend compte au Québec actuellement, dans l'analyse qu'on a fait par le petit sondage là, qui a été envoyé, on a 26,5 des organisations, donc un quart, plus d'un quart des organisations qui sont Mhm. encore à ce niveau-là. Ensuite, le niveau 2, c'est la prise de conscience. Ah, là, on a comme eu une illumination que les données pouvaient peut-être être importantes. Et là, on va focuser beaucoup sur la qualité de nos données. OK? Et on va commencer à nommer un responsable. On va faire surtout du reporting, donc d'avoir un tableau de bord en place. C'est là qu'on commence à avoir nos premiers tableaux de bord là, au niveau de la prise de conscience, mais on ne sort pas du reporting. Donc, quand on est au niveau 2, prise de conscience, les outils qu'il y a dans notre système d'information RH peuvent nous suffire. C'est quand on veut passer à un niveau 3. Puis là, regardez, c'est 55 des organisations qui sont à la prise de confiance. Je me Mhm. rappelle, là, en 2017, on avait regardé un peu ce qui se passait et on était davantage le niveau réactif. Le niveau Mhm. réactif, on Mhm. était à 50 et on était plus à 30 pour la prise de conscience. Fait qu'on peut voir qu'il y a un déplacement qui s'est fait vers la prise de Ouais, conscience. ouais. OK? Moi, j'ai l'habitude de poser une question Oui, qui me donne justement ces petits éléments-là. À quelle fréquence et quels indicateurs le comité de direction vous demande de présenter c'est ça. des rapports ou des indicateurs? Et Exact. donc, à l'occasion ou Une fois par année. une fois par année, et Et, on voit là que c'est un petit peu plus au mois, de façon oui, plus régulière. Et oui, surtout, quand tu disais structuré, là, je pense que c'est l'idée. On revient souvent sur le même tableau de bord avec des indicateurs qui sont justement sur le pare-brise, là, hein, qui sont dans oui, notre pilotage. Et on s'y réfère régulièrement et on oui, voit comment ça évolue. Donc ça, c'est un indicateur pour moi c'est simple comme question, mais ça nous donne une bonne idée. oui, Et souvent, ça reste encore à la demande, au besoin, en fonction d'un incident. Donc, c'est ça, ouais, plutôt oui, réactif, là, très souvent exact, encore réactif. exact. Fait que là, quand on passe au niveau 3, le niveau 3, là, on vient de passer le mur, là, OK, quand on voyait le mur. Au niveau 3, là, la convergence, c'est là, tu l'as parlé des sources de données. On n'a plus seulement la donnée RH, on va aller croiser avec de la donnée financière, de la donnée d'opération, on va aller chercher de la donnée externe aussi, puis même on va aller chercher de la donnée de Teams. On va aller chercher de la donnée, donc de la donnée, moi que j'appelle des outils opérationnels, là, on va aller chercher de la donnée un peu partout. C'est plus seulement dans nos Ouais. systèmes d'information RH. Donc là, oui, on a des tableaux de bord, mais c'est des tableaux de bord pas qu'on produit une fois par mois, c'est des tableaux de bord qui sont live, qui sont en temps réel, que la donnée, elle se met à jour à tous les jours. Bon, peut-être pas à toutes les heures, là, mais à tous les jours, la donnée est mise à jour dans notre tableau de bord. Et on a, puis j'aime pas utiliser l'anglicisme, mais du self-service. Donc là, les gestionnaires n'ont plus à demander à l'équipe d'analytique, j'aurais besoin d'eux. Ils sont capables eux-mêmes d'aller chercher l'information qu'ils ont besoin. C'est pour ça que la convergence, là, on vient d'augmenter le nombre de personnes dans l'organisation qui utilisent l'analytique. On n'est plus dans l'équipe RH. On est vraiment là, on a passé à un autre niveau. Les gestionnaires, la haute direction, là, on est dans la convergence. Et là, on a une équipe d'analytique RH avec différents profils, puis je vais en parler un peu plus loin là, des profils qu'on peut avoir dans notre équipe. Et finalement, le niveau maîtrise, là, il y a une culture de données dans l'organisation. On pourrait même dire qu'il n'y a aucune décision qui se prend en RH sans qu'elle soit basée sur des faits ou des données. La fonction RH est vraiment data-driven. Puis ça, ce qu'on veut dire par là, c'est que vraiment, là, les conseillers, les partenaires d'affaires RH, ces gens-là utilisent la donnée pour aider à prendre des décisions. Fait que ça, pour atteindre ça, là, j'ai vu très rarement. Mais là, on met Ouais, 1,4 ouais. OK? C'est quelques entreprises là, qui sont là, mais il n'y en a pas beaucoup. OK? Il n'y en a pas beaucoup. Ça les aide à prioriser leurs initiatives. Exactement. Ça les aide aussi à éteindre des feux, donc faire des Oui, interventions ciblées dans certains cas, oui. réagir. Curieusement, c'est du réactif, mais c'est du curatif en fait. Donc là, Mais, ça concentre les efforts oui, et aussi on va voir les recettes
Ils vont trouver justement des éléments, les meilleures pratiques. Ici, ça amène une belle performance, où il y a un beau succès. À quoi c'est dû? Quels sont Oui, les facteurs de succès? Et là, ça les amène à élever en fait, oui. l'offre de services RH et les niveaux d'intervention. Exactement. Fait que le niveau maîtrise, c'est pas juste d'avoir de la technologie, là. OK? Le niveau maîtrise, Non, là, mmh. c'est d'avoir vraiment un mindset. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas beaucoup, là, ce mindset-là, si on veut, dans les organisations. On oublie Oui, l'outil parce qu'on est oui, plus oui, avec le savoir-faire ensuite, hein. oui, exactement. Donc, quand on a regardé là, les données qu'on a recueillies là, pour déterminer les pourcentages, on regardait le nombre d'employés et on venait voir le résultat du groupe, OK? Et malgré que tout le monde est encore dans le niveau 2, la majorité sont dans le niveau 2, prise de conscience, on voit là, que les plus grandes entreprises, à partir de 1000 employés et plus, ils ont le niveau élevé de la prise de conscience, donc ils sont proches de la convergence. 500 à 1000 employés, ils sont à un niveau moyen de la prise de conscience, mais les petites organisations sont quand même à un niveau bas, là, OK? Puis ça, c'était sans surprise, sans surprise. Puis le pourcentage ici, c'est le pourcentage de participants qui ont participé là, au sondage. Fait qu'on a quand même 30 là, d'entreprises de 1000 et plus là, qui ont Alors, participé. j'ai une Oui. question justement, combien de répondants au sondage? Et on veut avoir une idée de représentativité là, des pourcentages présentés. Certainement quelqu'un de très analytique qui pose Oui, une bien, c'est question, ça. Valérie. Ah, écoute, on a autour de 200 organisations qui ont répondu Mmh. au sondage. Et là, ça vous donne, j'ai 15 là, qui étaient des entreprises de 1 à 50, 35, 51 à 200, blablabla. Là, vous les avez, ces pourcentages-là. Puis moi, je suis surpris là, qu'il y ait 30 de 1000 et plus. Bien, surpris, oui et non, là, parce que c'est certain que les entreprises de 1000 et plus, s'ils n'ont pas déjà commencé à mettre en place l'analytique, il y a quelque chose qui se passe chez eux. Là, tu sais, en 2023, il faut avoir au moins les bases, avoir des assises solides là, quand on est une grande entreprise. Mais vous voyez, là, puis on a beaucoup de 50 à 200, mais ça, c'est le tissu de l'entreprise québécoise, là, hein. On a beaucoup d'entreprises dans ce groupe-là. Fait que vous voyez, c'est ça la représentativité au niveau du nombre d'employés, mais on le fait aussi par secteur d'activité. Et là, je clique, voilà. Et là, même encore, on n'a pas un secteur qui se retrouve plus haut que la prise de conscience. Cependant, on voit que le secteur finance-assurance a quand même le niveau le plus élevé de la prise de conscience, donc qui s'enligne vers la convergence. Et ça, ce n'est pas surprenant. Les entreprises les plus avancées au Québec actuellement sont dans le domaine de la finance-assurance au niveau de l'analytique ressources humaines. Et vous avez là, ensuite viennent services d'enseignement, donc les universités, services professionnels scientifiques et techniques et commerce de détail, commerce de gros qui sont à un niveau moyen. Les autres sont à un niveau bas. Ça vous donne une idée. Puis il a fallu qu'on fasse un secteur, autre secteur d'activité, là, parce qu'on avait, tu sais, quand on a 3 entreprises de construction qui ont répondu, on ne voulait pas faire montrer seulement ces entreprises-là. Donc, on les a regroupées là, avec d'autres secteurs d'activité là, qui ne sont pas représentés dans ces secteurs-là. Euh, donc, maintenant, OK, le modèle de maturité, je vous l'ai décrit rapidement, là, mais si vous voulez en savoir plus là, sur c'est quoi les caractéristiques vraiment du niveau 1, 2, 3, 4, là, vous pouvez me contacter puis on pourra regarder ça ensemble. J'aurais des Maintenant, questions tout à l'heure pour toi, mais c'est plus des questions de détails. On OK, va y venir, il y aura quelques questions. Merci pour vos questions OK. d'ailleurs. OK. Comment progresser? Bon, pourquoi l'analytique RH? Bon, ça, rapide, là. Je veux dire, c'est ça que je dis, moi, depuis 10 ans, là. L'analytique RH, ça va vous aider à améliorer votre performance d'organisation, OK? La performance organisationnelle, la performance d'équipe et aussi la performance individuelle, OK? Ça sert à ça, l'analytique. Ça sert aussi à améliorer l'expérience employée, donc la satisfaction des employés, le bien-être, la culture organisationnelle et c'est sur ça beaucoup qu'on a tablé à réduire les risques. Donc, à réduire les risques de départ, à réduire les risques de non-mobilisation, à réduire les risques de départ en invalidité. Ça sert beaucoup à ça aussi, l'analytique ressources humaines. Maintenant,
c'est quoi tu sais, si on veut progresser dans le modèle de maturité, ben, il faut travailler sur les 6 piliers. OK? Et je vous dirais que je les ai mis peut-être en ordre, là. C'est certain que le premier pilier, c'est la gestion et la gouvernance des données. L'analytique RH ne peut pas arriver sans données. Donc, c'est le premier pilier, le pilier le plus important probablement au départ, c'est la gestion et la gouvernance des données. Et tu en as parlé, là, Jean-Baptiste, quand même, là, dans ton introduction. Ensuite, il va y avoir l'infrastructure technologique qui est importante, l'équipe que vous allez mettre en place, l'alignement organisationnel, parce que c'est important que l'analytique RH ne serve pas seulement au RH, mais qu'elle serve à toute l'organisation. La culture de données est un pilier important et l'engagement des utilisateurs. Donc, de ne pas seulement avoir l'analytique RH pour les RH, mais l'analytique RH pour les autres membres de l'organisation. Fait que si on regarde chacun des piliers rapidement, bien, la gestion et la gouvernance des données, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec la qualité des données, la transformation des données, donc de faire en sorte que la donnée qu'on vient chercher dans notre système RH, on est capable de l'amener à nos décideurs, on la transforme pour qu'ils soient capables d'agir sur cette donnée-là. L'intégration des données, plusieurs systèmes, donc comment on fait pour intégrer tout ça. L'historisation, OK? Il y a des systèmes RH qui sont bons dans l'historisation, il y en a d'autres que c'est un petit peu plus Et ardu. oui, oui, OK? oui. Donc, D'ailleurs, c'est un point qu'on regarde des fois avec les clients. Il n'y a pas d'historique. Hein, on voit pas de profondeur. Ils écrasent la donnée à mesure qu'ils avancent. Donc, il y a des exactement. systèmes qui n'ont pas de ce qu'on appelle la datation effective. Et aussi, on insiste beaucoup avec certains clients, ça fait partie des critères qu'on leur dit de demander à leurs fournisseurs. Est-ce que, notamment, est-ce que vous avez la possibilité de tirer de l'information sur tous les champs du système et les champs personnalisés? Parce que souvent, on va personnaliser. Des fois, ces Oui, champs-là oui, ne peuvent pas être exportables ou en tout oui, cas pas intégrés à des rapports. Oups, là, ça devient un peu compliqué. oui. Donc, quand vous faites le choix de votre technologie ou quand vous regardez votre technologie actuelle, il faut savoir leur poser les bonnes questions, puis les interroger et connaître leurs limites, mais aussi connaître ce qui sera nécessaire pour vous demain. Et puis ça en fait partie sur qualité, profondeur, historisation. Là, si on veut avoir justement Mm, ce regard dans le passé, se exactement. comparer, c'est essentiel. Mais aussitôt qu'on veut faire du prédictif, c'est basé sur de l'historique. Du prédictif, c'est pas basé sur votre année en cours, là. Ça vient chercher l'historique de données. Fait que si vous voulez vous rendre à du prédictif, ben, il faut absolument avoir de la donnée historique. Bon, dictionnaire, gouvernance, confidentialité, sécurité, tout ça, c'est des choses à mettre en place si vous voulez vous lancer vraiment dans l'analytique ressources humaines. Bon, je fais un petit point ici sur la qualité des données RH. Souvent, ça laisse à désirer. Nous, on le voit souvent, là, ça laisse à désirer. Mhm, Puis c'est des phrases là, de clients. Là. mhm, mhm. Nos données RH sont tellement horribles, elles sont pires que pires. On n'a pas de données RH. Moi, ça me fait rire. On n'a pas de données RH. Impossible que vous n'ayez pas de données RH. Vous avez un système de paye et dans le système de paye, il y a de la donnée ressources humaines. C'est minimal, là, OK? Des fois, les gens, puis ils exploitent mal aussi leur système de paye. Là. Donc, oui, vous avez de la donnée RH en 2023, tout le monde a de la donnée. Nos données ne sont pas bonnes. Fait que souvent, on entend ça. Et là, ben, moi, je me dis, vous avez investi beaucoup d'argent et de temps et de Mhm. sueur dans un système d'information RH, mais il est important que la donnée que vous entrez dedans soit bonne. Donc, posez-vous des questions sur vos processus d'entrée de données. Est-ce que c'est facile pour les gens qui entrent les données de vous donner de bonnes données? Donc, est-ce qu'on leur a donné toute la formation nécessaire pour être capable d'entrer de la bonne donnée? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils savent pourquoi c'est important de rentrer de la donnée? Je vous dirais, tu sais, souvent, on voit des recruteurs là, dans leur ATS, ils rentrent très peu de données parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais si on leur explique pourquoi c'est important de rentrer de la donnée, puis on leur montre que ça va les aider plus tard à sortir des bons indicateurs. Ça va les aider aussi à démontrer leur valeur ajoutée. Mais si on ne fait pas ça, si on ne motive pas les gens à rentrer de la bonne donnée, ils ne le feront pas. Puis
aussi, malheureusement, on ne valide pas nécessairement la donnée qui est entrée. Puis une bonne façon de la valider, c'est de la regarder, cette donnée-là. OK? Donc, de se sortir des rapports, puis vraiment d'analyser la donnée qui a été rentrée, puis est-ce que ça fait du sens qu'on a rentré là? Fait qu'il faut vraiment changer les habitudes et comportements de ceux qui entrent les données. Sinon, ça vous donne quoi d'avoir la Cadillac des SIRH si vous rentrez le minimum de données puis que vous ne le faites pas comme il faut? Je t'interromps avec une question, je m'en viens, parce que Oui. là, tu parlais des recruteurs. Nabila nous a posé la question tout à l'heure de recommandations quant à des indicateurs clés qui seraient à valoriser, certainement pour sensibiliser sur l'importance de saisir les bonnes données, sur des indicateurs clés en attraction et acquisition de talents et marque employeur. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme indicateur? Tu vois beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Ben, il y en a beaucoup, mais moi, le seul et unique que vous pourriez avoir, c'est un indice de votre qualité d'embauche. OK? Absolument. Parce que vous pouvez avoir, oui, faites ça Oui, rapidement, avoir les meilleurs délais, avoir les coûts les plus bas de recrutement. Vous pourriez, d'accord. mais c'est l'indice de qualité d'embauche. Donc, la personne, est-ce qu'elle est encore là au bout d'un an? Est-ce qu'elle est performante? Et est-ce qu'elle est Est-ce que le satisfaite? gestionnaire a 3 mois? Est-ce que le gestionnaire est Oui, satisfait de la oui, performance et exactement. de la décision qui a été prise à 3 mois? Et ça, Oui, c'est très rare qu'on voit cette information-là. Je pense qu'elle oui, manque oui, parce qu'on privilégie du time to fill, exactement. puis on est vraiment sur le timing, mais dans un marché qui s'est raréfié, le time to Le- fill, c'est le- important de l'avoir pour oui, anticiper les prochains recrutements, mais peut-être pas pour dire: «Vous avez été performant». exact. Exactement, exactement, Mmh. exactement. Le time to fill, le délai d'embauche était vraiment important, je dirais, peut-être en 2015, là, Ouais, mais plus dans un maintenant, là. environnement, c'est ça. Mais, Mmh. mais il faut le connaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas Oui, connaître il faut le connaître, mais ce n'est pas là-dessus que vous allez juger votre performance. Votre performance va être jugée si vous avez recruté la bonne personne. OK? Et ça, malheureusement, ce n'est pas un indicateur. L'indice de qualité d'embauche, là, c'est de la donnée qui ne vient pas nécessairement de votre ATS, là. Parce que si la personne est-elle encore en poste, là, vous n'avez pas ça dans votre ATS. Il faut aller chercher cette donnée-là dans le système RH. dans Ouais. le système RH. Mmh Et mh. souvent, les recruteurs, ce que j'ai vu dans des organisations, ils sont limités à la donnée de recrutement et ils ne peuvent même pas aller voir la donnée dans le système RH. Donc, l'analytique, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça enlève les silos. OK? Les silos RH qui sont mal. Puis dans la grande entreprise, c'est encore pire. Ça enlève les silos pour venir donner une vue globale de votre organisation. Bon, je m'emporte. Je Mais m'emporte. On va. alors, Oui, c'est oui, bien, on déraille, mais je oui, continue à te faire dérailler pour te ramener à un élément oui, en lien avec ce que tu dis. On a oui. la question aussi de comment la loi 25, si tu enlèves les silos, Mhm. comment la loi 25 impacte notre enjeu justement d'analytique RH. Ça, c'est une question qui nous a été posée Oui. aussi tout à l'heure Mais par quelqu'un d'anonyme d'ailleurs, qui a été prudent, qui s'est il a mis été en prudent. mode. Ah non, Mais pardon, c'est Maud April. Merci beaucoup. non, mais la loi 25, écoute, la donnée RH, ça a toujours été de la donnée sensible et confidentielle. OK? Fait que ça, déjà dans votre organisation, avant la loi 25, je l'espère, ce n'est pas tout le monde qui pouvait voir la donnée RH, là. Il faut mettre en place là, des processus, des procédures pour faire en sorte que les gens peuvent voir la donnée qu'ils ont le droit de voir. Et c'est pour ça que votre système d'information RH doit être configuré de la bonne façon. Puis moi, cette portion-là, ce n'est pas ma portion. Mais quand on arrive dans un CARA, la donnée va être souvent anonymisée. OK? Pourquoi? Parce que quand on regarde des tendances, euh, c'est des tendances de groupe. OK? C'est ce on veut voir, de Mais savoir pas du que suivi individuel. Tu as pas besoin de oui, forer c'est pour rentrer ça. Mais entier sur l'individuel. c'est ça. L'individuel, il se fait par le gestionnaire et le partenaire Oui, RH, mais exactement. l'analytique, c'est de voir quand même un C'est nuage de ça. points, Ex- pas le petit exactement. oiseau qui est dans la nuée. Là, on veut voir le mouvement, mais pas le. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez déterminé la première chose, puis la loi 25 aide à ça. C'est quoi les données confidentielles, là? OK? C'est quoi les données confidentielles des gens? Puis probablement que vous allez en rajouter d'autres, vous, de données confidentielles. Et ça, bien, vous vous assurez que les gens qui ont accès peuvent voir ce qu'ils ont le droit de voir. C'est tout. Moi, C'est je pas plus dirais que la compliqué loi que ça. 25 va aider justement à. Alors, c'est une
un paramètre de contrainte supplémentaire, mais qui va légitimer, sécuriser, donner de la confiance et qui Oui, va vous faire grandir en maturité. Pour moi, c'est exact. que du bon parce que les bonnes pratiques, qui a le bon accès, puis à quel moment on anonymise, sur quel volet, comment on protège, comment on garde, Oui, comment on jette oui, éventuellement de l'information exactement. individuelle ou liée au profil d'un individu pour la dissocier du profil. Exact. C'est clé parce que ça fait partie de la confiance du public, là. Exactement. Bon, Parfait, merci de je regarde continuer. mon heure. L'infrastructure technologique. OK, donc ça va être une décision super importante à prendre. Puis là, je m'aperçois que j'ai même pas mis le bon livre. Ça venait même pas de ce livre-là. Je regardais ça ce matin, je me voyons, j'étais dans les patates. Mais bon, Excellence in People Analytics, c'est un très bon livre à lire. Anyway, c'est pas perdu. Ce que je voulais en venir ici, c'est que, puis là, je clique, et voilà. La capacité analytique va de la gauche vers la droite et la spécificité au domaine RH va de haut en bas. Donc, la première chose qu'on utilise habituellement pour faire de l'analytique, c'est votre chiffrier Excel. OK? Tout le monde a un chiffrier Excel pour tenter de calculer des indicateurs. Puis moi, je dis, écoutez, vous avez 50 employés, peut-être que le chiffrier Excel est suffisant, mais bon, ça emmène d'autres enjeux, là. Mais chiffrier Excel, si on veut avoir plus de capacité analytique, si on veut être plus spécifique au domaine RH, bien, il faut sortir de là. Donc, votre système RH et gestion des talents devrait être suffisant pour vous donner, je l'espère, quelques indicateurs de performance pour vous aider. Mais si vous voulez faire de l'analytique avancée, si vous voulez faire de la vraie analytique, vous n'aurez pas le choix de vous lancer vers la droite, donc d'aller vers des applications d'analytique RH prédéveloppées comme Cara, etc., ou d'aller vers des solutions d'intelligence d'affaires où là, on va développer un entrepôt de données RH. Et habituellement, là, l'équipe TI là, va vouloir développer un entrepôt de données. Puis là, l'entrepôt de données, c'est comme années 80, si on n'utilise plus ça, on parle de lac de données, on Acte de parle. données. Bon, Mmh. euh, vont vouloir développer ça et là, vont vouloir ensuite venir mettre des outils de visualisation là-dessus pour présenter. Puis que vos scientifiques de données puissent utiliser cette donnée-là pour faire des analyses là, prédictives. L'application d'analytique RH fait juste accélérer le côté RH de ça. Parce qu'un outil d'analytique RH comme Cara peut s'implanter dans votre écosystème technologique RH pas rien qu'RH, écosystème technologique TI de votre organisation. Ce que ça fait, c'est que ça accélère le côté RH. Et là, ben, j'ai mis, moi, et ça, c'est de Red Thread Research. Red Thread est probablement la seule organisation à l'heure actuelle qui fait vraiment une étude du marché du People Analytics Technology, là. Et ils font cette analyse-là depuis 2020. Nous, on participe depuis 2021. On est en train de compléter là, pour 2023. Et ça, vous avez ici, là, dans le cadran ici, vraiment ceux qui se spécialisent en analytique RH. Et on voit ici Workday Prism. Donc, c'est un module de Workday que si on veut faire vraiment de l'analytique RH avancée, mais c'est un module qu'il faut implanter dans notre suite Workday. OK? Mmh. Mais Ça on s'achète a pas aussi. séparément. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas l'acheter tout seul. Tu ne peux pas, tu peux pas acheter ça tout seul. Mais on a Visure, lequel que tu as parlé tantôt, qui est le leader du marché actuellement. Nous, on est ici. À ce moment-là, on s'appelait Syntel Capital Humain, là, mais maintenant, c'est Cara. On est ici. Pourquoi on est ici? C'est que nous, on crée de la donnée aussi. Ces gens-là ici ne créent pas de données. Nous, on en crée parce qu'on a un outil de sondage intégré. Donc, on vient chercher de la donnée active des employés et on vient la combiner à la donnée passive de vos systèmes d'information RH. C'est pour ça qu'on se trouve ici, puis probablement que ces deux autres-là ici font la même chose que nous. Donc, vu qu'on crée de la donnée, on ne vient pas juste chercher de la donnée et l'intégrer. C'est pour ça qu'on se retrouve ici, là. Fait que voilà, allez voir, là, si vous êtes à la recherche d'un outil d'analytique ressources humaines, allez voir Red Thread, ce qu'ils font. Ils font vraiment des bonnes études, là. Maintenant, l'équipe d'analytique RH, OK, pour que ça fonctionne, pour passer du niveau 1 au niveau 2, là, ça vous prend au moins une
personne qui est responsable du reporting ou de faire des KPI. Puis, c'est peut-être pas une personne qui a ça, qui fait 100 de son temps là-dedans. Ça se peut qu'au départ, elle soit à 20 25 mais tant que vous n'aurez pas nommé une personne responsable de l'analytique RH, vous ne progresserez pas. OK? C'est impossible de progresser. Donc, il faut qu'il y ait une personne responsable. Ça, c'est pour passer du niveau 1 au niveau 2. Mais ensuite, là, si on veut progresser au niveau 3 et 4, bien là, ça va vous prendre différentes compétences dans votre équipe d'analytique RH. Et là, bien là, si on veut être au niveau 4, là, puis là, j'ai mis toutes les compétences là, qui seraient nécessaires. Bien entendu, dans l'équipe d'analytique RH, ça va prendre quelqu'un qui comprend la business puis qui a un profil consultant. OK? Et c'est probablement peut-être pas quelqu'un qui vient de ressources humaines, comme ça peut l'être aussi, mais ça se peut que ce soit quelqu'un qui vient de finance, ça se peut quelqu'un qui vient des opérations. Il faut que vous ayez aussi des profils de storytelling, de bons raconteurs, hein? Quelqu'un qui est capable, en regardant les données, d'interpréter et de faire une histoire avec ça. Il faut que vous ayez aussi des profils de psychologie et sociologie, donc des psychologues organisationnels. On en voit de plus en plus dans les équipes d'analytique RH. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont capables d'analyser les comportements humains et c'est très important. Et Quand on parce qu'on fait regarde, beaucoup de statistiques pendant les oui, études aussi, oui, il énormément y de a aussi, statistiques oui, et de pensée oui, scientifique, en fait. oui, Mmh. exact, exact. Puis même dans les équipes d'analytique RH, souvent le responsable, puis là j'ai en tête deux équipes d'analytique RH, le responsable, le chef est un psychologue organisationnel. Bon, D'accord. ceci étant dit, il faut avoir bien entendu des gens de RH et des gens qui ont un profil statistique. Puis quand je dis analyse de données, là, je suis vraiment plus dans la science de données. Parce que tu peux avoir un profil statistique, mais tu peux avoir aussi le profil machine learning, là. Donc, tout ce qui est les nouvelles techniques là, qu'il y a en place maintenant, là, ça vous prend des profils comme ça. Puis ça vous prend aussi le profil TI pur, là, la personne qui va prendre la donnée, puis qui va l'extraire, puis qui va l'amener là. Donc, vraiment un profil TI. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas une personne qui peut avoir tout ça. C'est là qu'on commence à bâtir une équipe quand on veut faire vraiment progresser au niveau 3 et au niveau 4. Donc Et, c'est des petits bouts de temps de certaines ressources internes, externes, mmh, éventuellement, qui et s'associent pour monter oui, cette Oui, approche. et ce qu'on voit aussi beaucoup dans les organisations, c'est qu'on monte un centre d'expertise analytique RH. Tout à Donc, tu as fait. vraiment un centre d'expertise et là, on va avoir différents profils qui vont être là. Là, l'équipe d'analytique RH, c'est quoi? À quoi pourrait ressembler la structure quand on est au niveau 4? OK? Et ça vient là, d'une étude qui a été faite par Charles Kéra. C'est un gars qui fait son postdoc, je pense. Et il est présentement en Nouvelle-Zélande, mais il a fait ça sur 40 entreprises québécoises et françaises. Et voilà là, la structure, à quoi devrait ressembler la structure d'un centre d'expertise en analytique RH. On a le responsable, là. OK, donc à ce moment-là, c'est probablement un directeur principal, je n'ai pas son titre, mais cette personne-là, elle relève directement de la plus haute instance RH dans l'organisation. Donc, elle relève habituellement du vice-président RH ou du CHRO. OK? Si on veut vraiment faire en sorte qu'on a vraiment un centre d'excellence, un centre d'expertise. Et là, ensuite, puis mes cases en jaune, là, c'est pour vous représenter par où on commence habituellement, puis après, on va étendre. Donc, quand on veut être au niveau 3, nous, ce qu'on dit, c'est séparer rapidement le reporting de l'analytique avancée. Parce que si vous ne séparez pas ces deux groupes-là, ils vont juste faire ça du reporting, répondre aux questions, sortir les tableaux de bord, sortir des listes d'employés, sortir des sites. Le reporting, il faut qu'il soit sorti, il faut qu'il soit séparé de l'analytique avancée pour que vos gens aient le temps de faire de l'analytique avancée, de faire des modèles prédictifs. Et dans le Mmh. reporting, là, qu'est-ce qu'on dit là? C'est bon, toutes les métriques, les rapports, les tableaux de bord, mais aussi tout ce qui est en lien avec les sondages et l'écoute employée. OK? Ça fait partie de l'écosystème de l'analytique RH. Ça, on l'oublie souvent, là. C'est de la donnée qui est super importante d'avoir. Fait que ça devrait faire partie de votre centre d'expertise. Et là, après, ben, on a bon, les analyses prédictives, l'éthique. OK? L'éthique devient quelque chose d'important. Pourquoi l'éthique? Quand on fait des modèles prédictifs, on ne veut pas introduire de biais dans nos modèles prédictifs. Donc, tout ce qui est éthique devient important aussi. Et là, vers la droite, ben là, on a la consultation analytique et l'ingénierie de données.
L'ingénierie de données, là, c'est tous ceux qui vont s'occuper de la gouvernance de données. Mais puis, tu sais, un data council, là, ça, dans les grandes organisations, on a ça, je ne sais pas comment le traduire, là, mais un conseil des données où là, on vient, Comité, comité, un comité gouvernance, de c'est de la ça. donnée, Mais de la protection de la donnée. la protection de la donnée, ça, c'est impératif d'avoir ça quand on est au niveau 3 et 4. Mmh. Et les RH doivent participer à ça, là. Si les RH ne sont pas sur ce comité-là, posez-vous des questions, OK? Posez-vous des questions. Ah oui, d'accord. OK, fait que j'ai assez dit là, pour l'équipe J'ai d'analytique j'ai une petite, RH. j'ai une Oui, petite question, qui m'a oui. été posée par Jean-Philippe Beaupré. Jean-Philippe, alors il pousse, je la pose parce qu'elle va venir amener, il te demande notamment, en fonction des différents indicateurs, est-ce que tu as des références, qui permettraient justement de savoir quel genre de recommandations on pourrait faire pour intervenir en fonction du statut de certains indicateurs, hein. Donc, est-ce que tu as un livre de référence, un élément qui fait que, en fonction de l'évolution de l'indicateur, voici les types de recommandations qu'on serait capable de faire pour Écoute, faire un petit peu plus loin? je pense pas que ça existe. Honnêtement, je Ah pense pas que bon, bah, non, écoute, il y a peut-être une opportunité. non, mais c'est Désolé parce que Jean-Philippe, merci mais non, d'avoir mais posé la question. ouais, mais c'est parce que regarde, je veux dire, un indicateur, par exemple, un indicateur de roulement dans du commerce de détail versus un finance assurance, ils ne veulent pas dire la même chose, là. Je veux Mais dire, David Green que tu oui, suis, que tu oui, cites souvent, je oui, crois, il a oui, écrit un livre avec, justement, il y a eu un livre avec des cas d'entreprises et où il y avait des situations clés et comment ils ont oui, répondu et quel impact. C'est plus une étude de cas, en fait. oui, Tu pourrais mais trouver la oui, ressource, mais c'est sûr. c'est pas un guide en fonction du statut de Non, mais l'indicateur. non, non, ça, tu sais, Mais dans c'est Cara, vous n'avez pas des petites recommandations selon l'évolution de l'indicateur quand il tombe dans le hey, rouge ou? écoute, ça, c'est vers où on va, là. Ah, OK. C'est vers où on va, vers ce qu'on appelle, là, vraiment de venir, accompagner, Des l'utilisateur recommandations ou des des, recommandations. Regarde telle chose, analyse telle chose. On en fait, mais c'est minime, là. Mais c'est sûr que c'est vers là qu'on veut aller, puis on s'en rend compte parce que nos utilisateurs sont quand même junior, OK, en analytique. Fait qu'on met de plus en plus là, d'utilitaires pour les accompagner à être, à monter en maturité, si on veut. OK, l'alignement organisationnel maintenant, comment s'aligner? Bien sûr, là, si on veut que notre analytique donne quelque chose, puis là, je vais donner un cas bien, vous allez dire, bon, c'est simple ce qu'elle me dit là, mais c'est juste pour vous montrer que des fois, dans des équipes d'analytique, on est tellement dans les données qu'on se dit, ah, regarde quel beau cas, mais dans le fond, ça n'a aucune valeur pour l'organisation. Comme par exemple, supposons qu'on se dit, ah, ça serait bon de sortir un modèle là, pour prédire les risques d'invalidité dans notre organisation, mais on a 3 invalidités par année. C'est pas, mmh ça ne donne pas OK. grand-chose de faire ça. Mais tu sais, des fois, malheureusement, les équipes d'analytique RH, quand sont déconnectées de la business, mais ils vont travailler sur des modèles qui ont aucune valeur. C'est pour ça qu'il faut tenter là, de rester aligné avec les besoins d'affaires. Puis comment on peut faire ça facilement, là? Moi, je dis tout le temps, essayez de trouver c'est quoi qui empêche de dormir votre président la nuit ou votre vice-président RH? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? C'est quoi ses préoccupations? Et si, par exemple, ses préoccupations sont euh, on a bien trop de monde qui nous quitte, nos gens ne sont pas mobilisés, ben, c'est là qu'il faut que vous tentiez là, de faire des analyses. Fait que, tu sais, comment trouver la bonne question à répondre en analytique? Bien, regardez aussi le tableau de bord organisationnel, le tableau de bord là, de la haute direction, c'est quoi qu'ils suivent? Mais s'ils suivent ça, c'est qu'ils ont une préoccupation là. Fait que, tu sais, euh, euh, essayez pas de découvrir des choses dans votre laboratoire, là, mais vraiment vous aligner, ayez des conversations avec la haute direction et eux devraient vous aligner vers les choses qui sont importantes à découvrir dans les données. La culture de données, OK, puis là, quand on dit culture de données, dit aussi littératie des données. Ça, en RH, c'est quelque chose qui nous manque un peu, je dirais, et c'est là-dessus qu'il faut travailler beaucoup. Mais
ce qui va empêcher une entreprise de progresser dans l'analytique, on l'a dit au début, ce n'est pas nécessairement la technologie et les données, c'est vraiment la culture. Si les gens, si la haute direction RH, si le président de l'organisation, pour lui, moi, je prends mes décisions basées sur mon pif, puis je sais quoi faire, puis que les données ne sont pas importantes, mais ça va être difficile là, d'implanter l'analytique RH. Il faut vraiment que ça vienne d'une Donc, culture. est-ce que tu dis qu'au début, c'est un petit peu plus bottom-up, donc du Oui, bas vers le haut, puis on sensibilise, on pointe oui, des dysfonctionnements, des zones rouges ou des facteurs de succès. oui, Et ensuite, on espère que ça va redescendre, comme tu le disais tout à l'heure, là, c'est des oui, questions qui arrivent, oui, des des questions qui arrivent. préoccupations en ligne avec les liens d'affaires. C'est un modèle peut-être au début émergent, puis ensuite descendant. Oui, oui, puis c'est difficile, je te dirais, d'être émergent pour les RH dans ce domaine-là, honnêtement, là. Mais il y a des secteurs d'activité où la culture de données est déjà là, là. Puis là, je vais Mhm, reparler encore de absolument. Oui, finance oui, oui. assurance. Finance assurance, la culture de données est là. Beaucoup Exact. d'interlocuteurs deviennent plus les gens d'opération Oui, ou des gens de oui, finance exact. qui me disent: «Mais elle est où? Il est où mon tableau de bord là?» Donc ils arrivent avec une nouvelle Exactement. culture. Je pense qu'il y a aussi Oui, cet effet, la nouvelle génération habituée oui, à avoir, sur leur téléphone, plein d'informations. Puis là, ils arrivent en entreprise: «Comment ça je peux pas savoir? Comment ça j'ai pas accès? oui, Comment ça je le vois pas? Comment ça j'ai oui, pas un rapport?» Ça commence à pousser là. On sent exact. qu'on bascule vers une autre génération et un autre type de besoin. Je ne sais pas si, parmi ceux qui sont en ligne, vous avez aussi ces commentaires-là. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires d'ailleurs, et continuez à nous envoyer quelques questions. On va prendre quelques minutes à la fin pour y répondre. Un autre pilier de l'analytique, c'est l'engagement des utilisateurs. Donc, l'engagement, c'est la fréquence qu'ils vont utiliser l'analytique. S'ils regardent votre rapport une fois par année, bon, il n'y a pas un gros engagement, mais c'est aussi la diversité des utilisateurs. Au départ, l'analytique RH va être utilisée par l'équipe RH, par le responsable RH, et ensuite, la prochaine gang qui devrait l'utiliser, là, vos résultats, vos KPI, c'est la haute direction. Mais ensuite, ça devrait être distribué à tous les gestionnaires dans l'organisation. Ils devraient avoir accès à leurs indicateurs RH et aussi, comme tu l'as dit en début, l'employé. OK? De plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on veut que l'analytique RH serve aussi aux employés. Bon, c'est pas simple. OK? Ça, c'est pas simple. Euh, donc, pour avoir l'engagement des utilisateurs, ce qu'il faut faire le plus rapidement possible, c'est d'offrir le libre service. Aussitôt qu'on va offrir le libre service, ça va enlever la pression sur l'équipe d'analytique RH. Et là, les fonctions, genre les gestionnaires, vont pouvoir davantage utiliser eux-mêmes les outils que vous allez avoir développés. OK? Fait que ça va aider à augmenter l'engagement des utilisateurs. Donc, pour améliorer votre maturité, vous devez travailler sur tous ces piliers-là. C'est sûr qu'au départ, c'est la gestion et la gouvernance des données. Puis l'équipe d'analytique RH, avez-vous vu, là, j'ai changé mon ordre parce que je les ai mis dans l'ordre où ça serait peut-être ces piliers-là qu'il faut travailler en premier. Donc, gestion et gouvernance des données, nommer un responsable, s'il n'est pas à temps plein, mais au moins qu'il y ait un peu de temps pour ça. L'alignement organisationnel est super important. Et ensuite, vous penserez à votre infrastructure technologique, l'engagement des utilisateurs et la culture de données. Maintenant, OK, puis on va finir rapidement avec ça. Puis là, je clique, voilà. Je vous ai donné des activités à faire quand vous êtes au niveau 1, puis vous voulez passer au niveau 2. Puis peut-être ceux qui sont déjà au niveau 2, bien, assurez-vous que ça a été fait dans votre organisation. C'est connaître et comprendre la stratégie d'affaires de votre organisation ainsi que la stratégie RH. Vous êtes responsable, on vous nomme responsable de l'analytique RH. Bien, c'est important de savoir si votre organisation est en mode croissance, en mode restriction, en mode. C'est super important parce que les indicateurs que vous allez présenter à la direction, il faut vraiment Mhm. qu'elles soient alignées avec la stratégie d'affaires.
Deuxième, identifier les différentes sources de données RH dans votre organisation. Et là, oui, il y a des systèmes, mais il y a des sondages, mais il y a aussi des Excel. OK? Il y a des Excel qui traînent un peu partout. Identifier ces sources de données-là, c'est super important de savoir est où la donnée RH. Des fois, là, on va voir, on fait de la gestion de performance, puis on n'a pas de, tu sais, on est encore, puis je dirais peut-être avec un petit formulaire, puis on met une cote, mais si on met ça dans un Excel, mais est où cette donnée-là? Puis c'est important de savoir elle est où, OK? Qui la Faire manipule, qui la puis ça fait c'est partie de ça, l'évaluation de vos facteurs de risque. Dans le cadre de la loi exactement. 25, là, à partir de septembre, là, vous allez Et oui, les commencer chiffriers à Excel, devoir, oui, au moins d'avoir cartographié oui, qui a accès à quoi, puis exactement. pas de fichiers qui se promènent dont on a perdu Exact, le contrôle parce que le risque, c'est la exact, dissémination. exact. Bon, bref. Exact. Faire un inventaire des données en main, identifier les données confidentielles, ben, c'est ce qu'on vient de dire. Mmh. Évaluer la qualité des données aussi. Est-ce qu'elle est cohérente, votre donnée? Est-ce qu'elle est exacte? Est-ce qu'elle est complète? Parce que souvent, bon, par exemple, là, on rentre dans notre système RH la donnée de scolarité de nos employés, mais on la rentre une fois sur deux. Cette personne-là, elle a une maîtrise en sciences humaines, cette personne-là, elle a. Mais ça peut être de l'information intéressante, je ne dis pas importante, intéressante pour des modèles prédictifs peut-être, là. Donc, assurez-vous que quand on commence à rentrer de la donnée, mais c'est complet. Comprendre les besoins en matière de reporting RH dans l'ensemble de l'organisation pour divers publics. Commencez à aller questionner qu'est-ce que tu as besoin, toi, en termes RH au niveau du reporting. Choisir les bons indicateurs. Définir les indicateurs. Donc, vraiment, là, quand on est au niveau 1, là, quand on présente le taux de roulement, que ça soit vraiment bien défini, c'est quoi la formule de calcul utilisée? Parce que ça, là, j'ai vu ça souvent, là, dans une organisation qui a 3 usines, là, le taux de roulement est calculé différemment dans les 3 usines. Absolument, OK? absolument. Ça, wow, 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 OK? Et même dans les rapports automatisés, Oui, déjà, liés à votre système SIRH, vérifiez bien et vous devez comprendre comment il est calculé. Puis des fois même, vous l'adoptez pas parce que c'est pas un la formule ne vous convient pas, c'est ça. donc on le recalcule à côté alors qu'il aurait Oui, peut-être fallu juste changer les éléments de formule. Il nous reste 5 minutes. J'avais une oui, question, je te laisse peut-être prendre un petit peu juste nous montrer les autres éléments pour oui, l'utiliser comme un guide et oui, nous expliquer comment on peut oui, fonctionner en termes de guide. Puis après, j'aurai une ou 2 questions pour toi, en ligne. oui. Notre public, Oui. Fait que on ça, veut leur tu sais, répondre. si vous êtes au niveau 1 et même au niveau 2, assurez-vous, là, parce qu'on vous a envoyé, ceux qui ont rempli le sondage, on vous a envoyé à quel niveau Mmh vous mh. étiez et on a mis quelques éléments, mais pas grand-chose parce qu'on veut que vous nous rappeliez. Mais si vous voulez, là, si on vous a dit au niveau 1 et au niveau 2, puis même si vous êtes au niveau 3, assurez-vous que ces activités-là ont bien été réalisées dans votre organisation. OK? Il y a peut-être des choses que vous avez oubliées. Euh, Niveau 2, ben, c'est la même chose, là. J'ai sorti, quand vous êtes au niveau 2, il faut commencer à historiser la donnée, donc avoir des historiques. Fournir des tableaux de bord à la haute direction. Est-ce qu'on vous a demandé des indicateurs à la haute direction? Faire croître votre équipe d'analytique en grandeur, donc avoir plus de membres. Des fois, c'est une personne, là, mais ce qu'on va vouloir faire à cette personne-là, c'est accroître ses compétences. Choisir la technologie. Puis là, vous allez être dans un dilemme de est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le construit ou est-ce qu'on achète? Fait que ça, on a de la bonne des bons white papers là, sur notre site, là, construire ou acheter. Fait que vous avez là, niveau 2 les activités. On a la même Donc c'est affaire. parfait pour, monter un plan d'action finalement, Oui, votre plan de travail, 2023 sur la oui. maturité, RH, Puis analytique RH. niveau 3 et niveau 4, vous avez la même chose. C'est Mmh certain mh. que j'ai choisi les activités, il y en a plus que ça, OK? Mais j'ai choisi les activités que je trouvais qui étaient les plus intéressantes là, et plus faisables peut-être là. Mais vous voyez, tu sais, niveau 4 là, utilisation de modèles prédictifs, prescriptifs et de simulation pour résoudre des problèmes d'affaires.
Là, on rentre dans l'exploration de données, ce qu'on appelle le data mining, l'apprentissage automatique, le machine learning, l'intelligence artificielle. Continuer à intégrer d'autres sources de données autant internes qu'externes, tu sais, quand au niveau 4. Fait que vous avez des activités là, qu'il faut mettre en place si vous voulez atteindre le niveau 4 maîtrise. Fait On en gros, a, là, oui, oui, vas-y, voilà, termine, j'arrête. je te pose la Bien question. là, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup d'informations. Vous regarderez ça. J'espère que ça va vous donner peut-être de la matière à vous Un monter un canevas petit d'action. roadmap. C'est Mmh ça, mh. d'action C'est à ça l'idée. poser. On a voulu cette Exactement. présentation-là la plus utile possible. On a une question de quelqu'un d'anonyme, mais fort intéressante justement par rapport au niveau 4. Oui. Quelques instants, André, c'est quoi le niveau de masse critique d'employés qu'il faudrait avoir Ah pour oui, pouvoir passer à l'analyse prédictive? Je pense que c'est une question, tu as répondu oui, un peu tout à l'heure, mais juste oui, pour répondre oui. à cette Écoute, question-là. Puis on ça, avait c'est d'autres questions fort intéressantes, mais je te laisse commenter. écoute, pour être à niveau 4 là, moi, tu sais, puis là, j'y vais vraiment selon mon pif, là, ça prend 5 000 employés. OK? Fait que pour être à un niveau 4, il faut être une grande entreprise. Puis Mmh. 5 000 au Québec, c'est gros. Aux États-Unis, c'est normal, mais il faut être 5 000. Bon, ça ne veut pas dire que si vous êtes 1 000, 2 000, vous ne pouvez pas penser à faire. Il est possible de faire du prédictif, mais vous allez peut-être utiliser davantage des modèles statistiques. Donc, vous allez faire peut-être des corrélations, des régressions. C'est possible de le faire sur des groupes de cette taille-là. Mais quand on est 150, de vouloir arriver au niveau 4, je pense Il y a un effet de qu'il y a un plafonnement, effet, il y a effectivement, un effet effectivement. là. Mais de viser le niveau 2 et le niveau 3, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Mais niveau 4, là, c'est le lot de la grande entreprise. Parfait. Bon, bah, merci pour ta réponse. Il est déjà 13h30. Alors, Oui, je te remercie d'avoir été enthousiaste, d'avoir communiqué de l'énergie à tout le monde pour se mettre sur le chemin de la maturité analytique RH. Je pense que c'est en bénéfice de toutes les organisations et de notre capacité à prouver, à démontrer et à apporter de la valeur en tant que RH. J'invite tout le monde, si vous n'avez pas eu l'occasion d'en savoir un peu plus sur Cara, d'aller peut-être sur le site web. Vous allez recevoir aussi, puis de demander une démo, bien sûr, on n'a pas eu l'occasion de le faire, on s'en excuse. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos prochains webinaires, n'hésitez pas à aller sur notre site d'Horizon RH. Et je termine en disant qu'on va vous envoyer la présentation. Elle fait une cinquantaine de slides, vous allez retrouver tous les conseils, n'hésitez pas à les utiliser. Puis si vous avez des questions, ben, on reste disponible, vous avez nos coordonnées. Merci pour votre participation. Il y avait des belles questions que je vais essayer de répondre via LinkedIn, peut-être avec certains d'entre vous. Merci à tous. Bonne journée, puis bonne analytique et bonne anticipation. Merci André encore. oui. Puis moi, si je peux ajouter, vous allez voir aussi ceux qui veulent passer là, le petit sondage, là, vous allez avoir le lien pour savoir à quel niveau vous vous retrouvez. Fait que le lien va être dans la présentation, là. C'est parfait. Merci à Voilà. tous. Bonne fin de journée. À très bientôt, André. Au plaisir. Bye bye.